Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Merci d'être avec nous sur Sud Radio en ce dimanche matin. Le grand débat du dimanche avec vous, auditeurs 0826 300 300. Hier, un vote presque inédit en réalité à l'Assemblée nationale sur une partie qui n'est pas anecdotique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la partie recette de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Bon, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu suffisamment d'abstentions, il y a eu suffisamment de votes pour que le Premier ministre vote. Il passe 149.3 de manière inédite et que le bloc central et surtout le Parti socialiste se vantent d'avoir une petite victoire, tel Olivier Faure ce matin, et vous l'avez entendu dans la revue de presse, dans le Parisien. C'est justement le menu, 0826 300 300. On dit quoi? Bravo Monsieur le Premier ministre. Bonjour Brice Sokol. Bonjour. Essayiste et politologue, votre dernier livre aux éditions de l'Aube, L'écharpe et les tempêtes, ça concerne évidemment les dernières municipales et vous aurez l'occasion de revenir sur Sud Radio pour en parler très longuement. J'en fais la promesse et bonjour Alexia Germont. Bonjour. Avocate et présidente du think tank France Audacieuse, merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que ce qui s'est quand même passé hier à l'Assemblée nationale, si ce n'est pas absolument historique, c'est quand même un peu inédit. Qu'est-ce qu'il faut faire Brice Sokol? On prend les deux mains, on tape dedans, on dit bravo Monsieur le Premier ministre, la méthode marche? Écoutez, moi je pense qu'il faut un petit peu relativiser. La prudence légendaire de Brice Sokol ce dimanche matin. Mais, bien sûr, tout le monde se souvient que Michel Barnier était tombé sur le PLFSS l'année dernière. Projet de financement de la sécurité sociale. Là, sur la partie recettes, ils vont attaquer les dépenses la semaine prochaine. 176 députés contre 161, 58 abstentions. Tous les groupes sont divisés. Quand je dis tous les groupes, à part le groupe évidemment socialiste, le groupe Rassemblement National et le groupe LFI, on voit le bloc central quand même qui est encore une fois divisé sur ce vote, puisque Renaissance et Modem votent, alors que le groupe par exemple Horizon est divisé. Et c'est pas la première fois en plus, concernant Horizon, qu'on sent un petit éparpillement des votes. On voit un éparpillement des votes. Il manquait, je crois, un certain nombre de parlementaires du Rassemblement National, des LFI. Donc oui, on peut considérer que c'est une victoire tactique du Premier ministre. Néanmoins, pour moi, c'est une victoire sur la forme et pas sur le fond. Parce que sur le fond, ça n'a pas échappé, je pense, aux Français. On ne voulait pas dépasser dans ce budget 20 milliards de déficit. 17,5 milliards de déficit. On est à 20 milliards déjà, juste sur la partie recettes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir payer. Et qui va payer? Ce sont une majorité de Français. Et ça ne vous a pas échappé dans les instituts de sondage. On parle beaucoup de compromis aujourd'hui. On dit, on se satisfait de ce compromis à l'Assemblée nationale. Mais les Français veulent vraiment un compromis, parce qu'on dit beaucoup de forces politiques qui disent les Français nous disent que... Les Français voient un spectacle affligeant depuis plusieurs mois. Et ça se ressent dans les sondages. Regardez les sondages du bloc central. Il n'a jamais été aussi faible. Qui perce dans les sondages aujourd'hui? Le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Et on a un socle quand même dur, persistant pour Jean-Luc Mélenchon. Alexia. Oui, moi j'aimerais rebondir sur ce que vous dites très justement. Sur le succès tactique. Sur la victoire tactique. Tout le monde sait qu'en matière politique, il y a une chose qui compte, enfin deux choses qui comptent en général, puisqu'on fait de la politique politicienne là, c'est cranter et traiter. Et bien là, on est exactement dans l'exemple en pratique, très opérationnel. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc cranté une première victoire qui était loin d'être gagnée d'avance, puisqu'il le dit lui-même, il sait très bien qu'à tout moment, le gouvernement peut tomber. Et il a traité notamment dans le cadre du compromis qui a été passé avec les socialistes. Et c'est ce qui explique, je crois, et c'est la leçon que moi j'en tirerais pour ma part, c'est ce qui explique peut-être ce que l'on risque de payer après avec ce compromis, c'est que vous avez une absence de lisibilité en fait du positionnement des uns et des autres. Aujourd'hui, on a vu que amendement par amendement,
vous êtes dans une incapacité de prédire le sens des votes, parce qu'il y a des alliances des contraires qui se font, et ce n'est pas au titre du compromis tel que peut-être les Français le souhaitent. Quand on parlait de compromis souhaité par les Français, c'était quoi? C'était un projet réellement structuré qui permette d'avoir du sens et qui permette de donner une trajectoire à notre pays. Et aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, on est sur une politique finalement... Vraiment de la dernière minute, le bricolage, comme on dit souvent. De la dernière minute pour passer justement, pour cranter les étapes au nom de la stabilité, et évidemment la stabilité est très importante, hein, je suis la première à le reconnaître, mais au-delà de ça, ce qui va nous manquer cruellement, c'est la colonne vertébrale qui donne un sens à ce qui est en train d'être voté. Est-ce qu'on ne voit pas aussi là se redessiner sous nos yeux d'une certaine manière? On a beaucoup critiqué le bloc central hier. Il faut reconnaître que quand on voit une certaine unité des socialistes, une droite qui s'abstient justement pour ne pas faire tomber le gouvernement, un bloc central qui participe globalement à ce budget, est-ce qu'on n'a pas ce bloc central qui est en train de se reconstituer un peu sous nos yeux, Brice Sokol? Moi, c'est pas le sentiment que j'en ai. Depuis que je suis un peu cette discussion budgétaire, moi, je vois un bloc central qui s'étiole et qui s'éparpille. Comme vous le disiez justement, on a vraiment le sentiment d'une politique à court terme. On a le sentiment que la stabilité politique se fait sur le prix d'un peu du déni économique. Voilà. Et les Français, c'est eux qui vont payer l'addition. Est-ce que les Français ont conscience de ça, pardon, parce que c'est peut-être posé de manière un peu provocante, mais quand on voit que 86% d'entre eux étaient pour la taxe Zuckman, on voit aussi que, si la gauche se penche autant sur la taxe sur les holdings, la taxe sur les multinationales, la taxe sur le rachat d'actions, ce nouvel impôt sur les fortunes improductives, etc. En réalité, est-ce que un nouvel ISF, comme on l'a présenté, est-ce que vraiment on a conscience, ou est-ce qu'il n'y a pas un mur du son qui pour l'instant n'arrive pas à être franchi du côté peut-être des entreprises en disant eh oh, vous êtes en train de mettre en danger le modèle économique français? On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un vrai décalage entre la politique nationale et la politique locale. C'est ce que nous on souligne dans nos différents ouvrages. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites justement, le mur du son n'arrive pas jusqu'à la base. Aujourd'hui, le vrai sujet pour les Français, c'est la justice fiscale et la justice sociale. C'est le pouvoir d'achat. Et ils ont le sentiment aujourd'hui que l'ensemble des sujets qui sont traités à l'Assemblée nationale ne les touchent pas directement, parce que la forme, encore une fois, prend le pas sur le fond. Oui, c'est le vrai sujet, il est là aujourd'hui. On retient quoi? La cacophonie. On retient ces partis politiques qui se mettent d'accord, pas d'accord. Ça fait un peu 4e République. Et donc, aucune ligne directrice pour une majorité de Français se dessine. Ce qui est très compliqué, vous parliez de mur du son. En fait, pour les entreprises, pour la sphère économique, pour les entreprises, les dirigeants, la situation, elle est gravissime là, aujourd'hui. Parce que d'abord, il y a une absence de lisibilité des mesures qui vont réellement passer. Avec des impacts économiques qui sont évidemment très forts. On voit bien que le monde économique et entrepreneurial a quand même des tentations de s'organiser, ce qui est nouveau, je trouve, dans la cartographie politique aujourd'hui. C'est quand même une approche plus combative que nous n'avions pas vue jusqu'à présent par les entreprises. Mais vous parliez, tous les deux en réalité de vous, mon cher Brice Sokol, en disant attention, il y a quand même au bout d'un moment les Français qui vont payer l'addition. Vous, tout à l'heure, ma chère Alexia, vous disiez en réalité vigilant sur ce qu'on va faire subir d'un point de vue économique avec les Français. Au bout du compte, il y a quand même cette question qui sera centrale la semaine prochaine. C'est la question des retraites. C'est-à-dire que dès mercredi, on peut décider officiellement de suspendre la réforme des retraites. Est-ce que vous y croyez l'un et l'autre? Que ça puisse arriver. Si on reste sur une alliance comme celle que l'on voit depuis le début de cette discussion budgétaire, ça peut arriver. Mais est-ce que c'est le vrai sujet? Est-ce que les Français aujourd'hui
pense que cette réforme des retraites est l'alpha et l'oméga de la politique économique. Moi, personnellement, je n'en suis pas persuadé. Là, encore une fois... Est-ce que c'est pas un symbole quand même, mine de rien? C'est un symbole très fort. Il y avait deux symboles. Il y avait le symbole, il y avait la taxe Zuckman, et il y avait la suspension de la réforme des retraites. La taxe Zuckman est passée à l'as, elle a été remplacée par l'IFI, par une taxe Zuckman, on va appeler light. Et la suspension de la réforme des retraites, ça c'est un symbole mené par les oppositions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le bloc central et la Macronie qui ont œuvré pour cette réforme, dont les parlementaires macronistes depuis 2022 en ont fait l'alpha et l'oméga de leur mandature. Avec une violence inouïe, une opposition, tout ce qu'on veut. Une forte opposition. Une majorité de ces parlementaires ont perdu les élections législatives en 2024 à cause de cette réforme des retraites. Alors on vient leur dire, on va la suspendre. Donc je peux comprendre l'incompréhension d'un certain nombre de parlementaires du bloc central. Au-delà de l'incompréhension, oui. Moi, je pense que c'est gravissime si on arrive à la suspension des retraites mercredi prochain. Je pense que c'est gravissime et sur le fond et sur la forme. Sur le fond, parce que on le sait très bien aujourd'hui par rapport au... je donnerai juste un chiffre, mais la Cour des comptes relevait en 2023 qu'on approchait à peu près 14% du PIB pour les dépenses des retraites, alors que la moyenne de l'OCDE est à 9%. Donc pour une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et voilà. Et sur la forme, je pense que c'est délétère de faire cela pour la légitimité du politique. Et bien justement, délétère et peut-être catastrophe économique. Partons au standard au 0826 300 300. D'ailleurs, vous avez vu, vous parlez de la Cour des comptes. C'est Pierre Moscovici qui est dans la tribune du dimanche qui dit attention, nous sommes le seul pays européen à être davantage et à continuer à creuser le déficit, 118% je crois du PIB, avec les intérêts de la dette qui vont dépasser les 70 milliards. Donc officiellement, plus que le budget de l'Assemblée nationale. Et il dit même la dette est un nœud coulant qui va finir par nous étrangler. 0826 300 300. On va essayer de rejoindre en réalité le camarade Baptiste qui a eu un petit problème avec son téléphone, mais qui dans l'esprit voulait nous dire d'une certaine manière il faut suspendre la réforme des retraites. Bonjour mon cher Baptiste, on vous a rattrapé. Oui, bonjour Maxime, pardon. Il y a eu un bug. Vous allez bien ? Ça va et vous-même? Mais oui, très bien. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Comment vous voyez, vous, justement, cette question de réforme des retraites? Pour vous, il faut suspendre ou au contraire, vigilance, vu notre état économique, ne nous précipitons pas? Je vous dirais bien que si le maintien de la réforme des retraites était vraiment le seul moyen de respecter une trajectoire économique et budgétaire, je vous dirais Maxime, bah oui, il faut la maintenir. Mais est-ce qu'on peut vraiment gouverner contre l'avis majoritaire du peuple? En fait, pardon, mais c'est rare dans la vie politique française qu'il y ait une telle unanimité du peuple sur une réforme. C'est rare qu'il y ait une telle unanimité du peuple sur la taxation des gens qui sont très mais donc, riches. mon cher Baptiste, pardonnez-moi, ça veut dire que vous vous mettez d'une certaine manière en opposition, mais très tranquille et très amicale, parce que nous sommes sur Sud Radio avec le camarade Brissocol, et surtout parce que c'est dimanche matin, bien sûr, jour de la messe. Frère Baptiste, merci pour cette prière. Mais en réalité, avec Brissocol qui disait, mais est-ce que finalement les Français accordent tant que ça d'importance à la réforme des retraites? Vous vous dites, oui, bien sûr, ça reste plus qu'un symbole, ça reste un objet important qui s'est fait contre nous? En fait, j'en sais rien, puisque aucun moyen de savoir ce que pensent les Français. Ce que je peux faire, c'est les études d'opinion qui sont faites là-dessus et qui sont assez évidentes depuis début 2023. Les Français étaient déjà majoritairement, mais presque unanimement contre cette retraite. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était 9 salariés sur 10. C'est pas un truc moyennement qui fait consensus. Et tout à l'heure, je vous entendais parler de la taxe Zuckman. Mais pardon, mais en fait, la taxe Zuckman, elle est y compris chez les sympathisants LR. Elle est plébiscitée à plus de 70%. Mais ça, c'est un mirage, ça, mon cher Baptiste, parce que qualifié d'inconstitutionnel et parce que quand bien même on trouve le principe intéressant. Alors non, mais on n'aura pas le temps de refaire ce débat, mon cher Baptiste. Mais vous voyez bien qu'à la limite, quand bien même l'inconstitutionnalité est quelque chose qu'on prend à la légère, pourquoi pas? Vous savez très bien que sur les recettes, tout le monde disait 25 milliards, ça n'existait pas. Tout le monde, c'était maximum maximum 5-6 milliards, maximum. Oui, parce que c'est mieux de dire ça, parce qu'on est dans un pays qui se refuse de mettre à contribution les très riches. Pardon, Maxime, vous avez le droit de penser
que c'est normal que Bernard Arnault paye moins d'impôts que vous. Mais c'est surtout que j'ai la certitude, voilà. mon cher Baptiste, qu'avec le chiffre d'affaires que fait LVMH, le nombre d'impôts qu'il paye, en effet, il paye 15 fois plus d'impôts que moi. Mais mon cher Baptiste, je vous propose d'organiser un débat spécial et je pense qu'à force, on va devoir le faire sur Sud Radio d'ici la fin de l'année pour comprendre les positions économiques des uns et des autres. Merci beaucoup de nous avoir appelé, mon cher Baptiste, au 0826 300 300. On l'a compris, la réforme des retraites, ça s'est fait contre le peuple. Il est naturel de la suspendre. Le mot de conclusion, mon cher Brice et ma chère Alexia, on l'entend, il y a beaucoup de personnalités sans doute comme Baptiste qui nous écoutent, ils disent en réalité, on n'arrête pas de faire contre les Français, il faut cesser. Il faut cesser de faire contre les Français, c'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai que cette réforme de retraite a été mal vécue par une majorité de Français. Néanmoins, aujourd'hui, la priorité des Français, c'est la santé, c'est l'hôpital public. Et quand on regarde le budget aujourd'hui, la dépense sociale augmente de 4% par an et le budget ne couvrira pas. Mais bien sûr. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, un des vrais sujets, c'est celui-ci. C'est celui de la santé et de l'hôpital public. Alexia Germont. Emmanuel Macron, au début de son mandat, avait dit qu'il voulait réparer la fracture démocratique. Je pense que pour le prochain quinquennat, c'est vraiment urgent de... Et ce sera peut-être un chantier plus que prioritaire. Plus que prioritaire. Et moi, un seul mot, aux urnes citoyens. Aux urnes citoyens. Merci beaucoup Alexia Germont, avocate et présidente du think tank France Audacieuse. Et merci beaucoup mon cher Brice Sokol, essayiste, politologue et auteur aux éditions de l'Aube de votre dernier livre, L'écharpe et les tempêtes. C'est merci, ça. Maxime. Et on en reparlera bien sûr sur Sud Radio. Il est 8h51. Dans un instant, on en parle avec Jules Boscherini et un petit tour du côté de l'humour avec les Chevaliers du Fiel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.